Merci beaucoup, Fémé, pour votre présentation qui m'a touchée, encore une fois, par votre grande intelligence. Vous avez d'emblée débouté toutes les questions que j'avais. Parce que mes collègues me voient depuis tout à l'heure biffer des morceaux de l'oral que j'avais préparé parce que dire devant cette présentation que vous nous avez faite, qui, de mon point de vue, marque un progrès réel et notable par rapport à la thèse que vous nous avez soumise et que nous avons évaluée antérieurement. Je vais donc partir de mon évaluation de la thèse pour tenter de rejoindre l'évaluation de votre présentation, qui fait tout autant partie, comme vous le savez, de l'évaluation de votre doctorat et de l'exercice auquel nous nous livrons ici. Je vais dire d'emblée, ça vous le savez, mais pour mes collègues qui m'entendent, que je vous parle à partir des sciences humaines, vous savez très bien, beaucoup moins à partir des sciences sociales, ce qui induit évidemment un biais dans mon évaluation. Vous me pardonnerez. Donc la thèse que vous nous avez soumise, hein, je l'ai écrit, propose, et puis on le voit encore ici, là, propose une étude kaléidoscopique d'une cité vernaculaire béninoise dont je n'avais pas imaginé toutes les dimensions. Et Dieu sait que nous en avons parlé beaucoup. Vous avez approfondi, vous savez, être universitaire, hein, c'est prendre un sujet très très simple puis le rendre très 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 complexe. Et ça, vous y avez réussi parfaitement. Puis je ne dis pas, c'est pas qu'une boutade, c'est une qualité, je pense, de votre travail. Vous nous proposez une étude kaléidoscopique et vous nous proposez un arsenal aussi kaléidoscopique de cadres d'analyse du bâti, de cadres d'analyse des transformations du bâti. De ce point de vue-là, je pense que votre thèse répond certainement adéquatement aux critères d'évaluation des thèses doctorales. Elle est originale. Je ne suis absolument pas familière avec le territoire étudié. Je ne suis pas non plus, et ça c'est ce que je me disais en lisant votre thèse, et moi en vous écoutant aujourd'hui, je ne suis pas non plus particulièrement, sinon familière, à tout le moins adepte de la typomorphologie. Alors je me demandais, ben, qu'est-ce que je fais ici? Parce que quel est le diable de la spécialité que je peux apporter à cette évaluation? Et donc, mon appréciation de votre thèse, en tout cas de l'écrit que vous avez soumis, repose beaucoup plus sur la problématisation que vous avez proposée et sur l'ampleur formidable du travail que j'ai constaté. Votre thèse repose sur une approche combinatoire en fait, dont il est d'abord très peu plausible qu'elle ait pu être déployée ailleurs ou par quelqu'un d'autre que vous. Elle est donc extrêmement personnelle et fait de vous un scientifique dûment nommable et nommé. Et votre recherche caractérise aussi d'une certaine façon, puis votre conclusion avec vos deux directeurs est tellement originale certainement, et une réponse à ceci que j'avais écrit. Votre thèse est caractéristique de votre ambition scientifique tout à fait justifiée et du contexte universitaire dans lequel elle a pris place. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre cette thèse quand on la lit sans ce contexte universitaire que vous avez dépeint et qui explique certains avatars que j'avais notés dans mon rapport et que vous semblez avoir résolu dans votre présentation. Votre recherche aussi, puis vous nous l'avez bien montré ici, a produit une quantité gigantesque de données qui vont certainement avoir un impact significatif dans votre domaine, tout en apportant, je pense, un regard inédit sur cette cité de Ganvier qui était au cœur de votre travail. Vous avez fait état d'une maîtrise tout à fait adéquate, plus qu'adéquate, et critique du contexte théorique dans lequel votre recherche s'inscrivait. La maîtrise du contexte pratique vous vient
Et là, pour l'anthropologue que j'ai déjà été, c'est assez étonnant, comment dire, d'une construction intellectuelle et méthodologique que vous avez savamment élaborée et raffinée pour tirer de ce contexte dans lequel vous étiez plongé toutes les informations que vous pourriez en obtenir, y compris à des milliers de kilomètres de distance, y compris pendant la pandémie, et ainsi de suite. Il y a donc dans votre recherche, puis je reviendrai sur la question de cette distance intellectuelle par rapport à ce que je me refuse à appeler votre terrain, mais je viens d'appeler votre sujet. Il y a dans votre recherche et dans votre stratégie de collecte particulièrement une ténacité, une détermination pugnace dont je suis absolument admirative. Elles sont certainement la marque, cette ténacité et cette détermination, elles sont certainement la marque, je vous ai déjà dit ça, d'un intellectuel fort et sensible qui aspire à la rigueur, voire à l'exhaustivité, ce qui, comme vous l'avez découvert, n'est pas toujours possible, malheureusement. Le contexte théorique de votre recherche fait l'objet des 4 premiers chapitres de votre thèse. Si beaucoup. Ça donne l'impression, puis vous m'avez lu là-dessus, que vous avez voulu construire une théorie que vous alliez ensuite imposer à votre terrain pour que votre terrain recrache votre théorie, moduler, transformer, valider, invalider. Cette espèce de réflexe des sciences sociales, vous savez, n'est pas naturel pour moi. Et puis, ce qui m'induit, quand je lis un travail comme le vôtre, à trouver toutes les failles que ça apporte à l'analyse, puis à mettre le doigt dessus en disant voici. Ceci est déductif, alors que vous avez annoncé, vous nous avez annoncé être inductif, même être historico-interprétatif, et j'y reviendrai. Bon, cela étant, votre cadre théorique vous a permis de nous montrer votre connaissance d'un grand nombre d'auteurs que vous êtes parvenu à accorder dans un exercice de synthèse qui est un monument en soi. Bon, on dira qu'une synthèse n'est pas une thèse, et c'est tout à fait vrai, mais votre capacité à raccorder des auteurs, des pensées parfois diamétralement opposées, est quelque chose qui va faire de vous, je pense, un grand professeur. Vous nous avez proposé donc d'étudier de manière conjuguée, principalement de 1980 à 2020, les transformations de ce milieu bâti d'Estée de Ganvier et les transformations de sa communauté afin de comprendre, nous dites-vous, le processus d'adaptation de cette cité. Et ce faisant, puis vous êtes revenu là-dessus dans votre présentation, de proposer un cadre heuristique qui serait susceptible de cadrer l'analyse de transformation équivalente. Ça va être ma première question. Est-ce que ça se pourrait, ça, des transformations équivalentes? Je vais continuer, je vais vous donner 4 questions au fil de ma présentation. J'ai l'impression, je le disais, que vous avez beaucoup évolué depuis votre thèse et vous vous êtes rapproché de ce cadre historico-interprétatif que vous annonciez à l'écrit et que vous ne suiviez pas tellement et qui me semble beaucoup plus clair que le parcours que vous avez montré devant nous aujourd'hui. Je ne vais donc pas trop revenir sur l'ambiguïté entre ce cadre théorique forcément déductif et l'approche inductive que vous vouliez. Donc, je vais essayer de ne pas radoter en lisant mon texte. Je le disais aussi, enfin, je l'ai écrit aussi, dans l'ensemble de votre thèse comporte beaucoup de discussions théoriques relativement abstraites et parfois plus ou moins documentées, hein, qui tournent court en prenant, et ça vous le faites dans votre thèse, vous ne l'avez pas fait ici, dans des définitions préétablies, en prenant des définitions préétablies pour des conclusions. J'ai donné des exemples dans mon rapport, je vais en donner un ici pour être plus clair. Là. La première influence, je vous cite, la première influence de notre définition heuristique est la confirmation de la morphologie urbaine comme une discipline méthodologique préférentielle à l'analyse des phénomènes sociaux à première vue complexes. Ceci est une affirmation parfaitement circulaire. Vous n'êtes pas,
généreux pour votre jury qui vous a vu. Ou peut-être l'avez-vous trop été, finalement. Ce genre d'information était peut-être, je vais le dire, était peut-être dû à un recours un peu artificiel au cadrage théorique qui vous a imposé ou qui vous imposait de confirmer, d'infirmer ou de moduler une théorie qui était à l'époque où je lisais votre thèse, qui prenait le nom de morphologie urbaine. Et là, j'ai longuement discuté dans mon rapport sur la question à savoir si la morphologie urbaine, si on se base simplement sur les critères de Popper, peut être considérée comme une théorie, et si ça n'avait pas été finalement pour vous, parce que c'est bien ce que je voulais dire, si ça n'avait pas été pour vous finalement plutôt un grand obstacle. Mais du coup, dans tout cet échafaudage, et je ne le dis pas d'une manière péjorative, là, dans cette construction fantastique d'un cadre théorique, vous vous êtes retrouvé face à votre terrain que vous auriez pu tout aussi bien écraser complètement. C'est souvent ce qui arrive avec bien des thèses en sciences sociales. On construit un cadre théorique gigantesque, puis là on l'applique à une affaire qui s'appelle un cas ou un terrain qu'on réduit en bouillie, parce que notre cadre théorique est beaucoup trop gros, beaucoup trop pesant, et notre petit truc ne résiste pas à l'analyse. Mais du coup, dans votre cas, c'est autre chose. On s'est retrouvé avec voire trois thèses, au moins deux. Une sur l'évolution urbaine de Gambier, une autre sur les phénomènes et les adaptations, les phénomènes et manifestations de l'adaptation. Bref, ça fait beaucoup dans une thèse. Et j'ai trouvé à cet effet votre présentation est beaucoup plus claire sur vos objectifs, vos finalités, vos procédés et vos observations et vos conclusions. Je vais sauter ce qui n'est plus pertinent ici. Je comprends que vous avez été... J'espère que vous avez été bien guidé dans la présentation que vous avez proposée, parce qu'elle était remarquable. Mais j'en crois, je crédite volontiers votre grande intelligence que je connais déjà. Donc, ce que je disais, c'est qu'ayant vu aussi vos travaux précédents, il y a déjà quelques temps, dans votre parcours, votre mémoire de maîtrise que vous citiez notamment, j'ai surtout l'impression, comme je le disais, qu'il y a eu un détour de validation théorique qui vous a peut-être nuit à la cohérence de votre analyse des résultats et de votre interprétation des données. Je vais préciser ce que je veux dire. Votre thèse est traversée, votre thèse écrite est traversée par une tentation quasi constante entre une posture positiviste, franchement positiviste, et je vais revenir, parce que les informations que vous avez collectées, vous les traitez comme des faits. Alors, ce sont souvent des représentations, c'est ce que vous avez rappelé dans votre présentation. Donc, entre une posture positiviste qui s'accommoderait bien de l'approche déductive à partir d'une théorie et son application à un cas Gambier, et d'autre part, une posture phénoménologique plus interprétative. Puis, tout au long de votre thèse, les terminologies qui sont propres à l'une et l'autre de cette posture se côtoient. Or, ces deux postures sont irréconciliables. On peut concilier des méthodes, mais pas des postures, pas des cadres intellectuels. On ne peut pas être à la fois positiviste et considérer que le monde est un fait objectif, et phénoménologique et considérer que le monde est une représentation. Alors, même si les mêmes interprétations, les mêmes informations, peuvent servir dans ces deux postures et dans les démarches qu'elles inspirent, la même information ne peut pas être les deux devant le chercheur. Et ça, je pense que vous le savez très bien. Ce qui va m'amener, puis je vous vois, ce qui va m'amener à sauter ma deuxième question, puisque je vous en ai proposé une première tout à l'heure. Il y a une chose qui me paraît tout à fait certaine, parce que là, on est absolument dans mon domaine d'expertise, c'est que l'exercice auquel vous vous êtes livré à l'écrit ne pouvait pas parvenir à une démarche interprétative de l'histoire et de la mémoire urbaine. En tout
tout cas, vous ne pouviez pas toujours y parvenir, notamment parce que, puis vous le savez, hein, ça, l'histoire de la méthode urbaine relève plutôt, comme je viens de le dire, d'une approche phénoménologique et surtout des méthodes documentaires d'interprétation, documentaires d'interprétation qui sont peu ou pas mobilisées, finalement, dans votre thèse. Puis là-dessus, je vais insister, parce que ce qui m'est apparu comme un problème à la lecture ne tient pas tant de ce que vous ne maîtriseriez pas, les instruments méthodologiques auxquels vous recourez, bien au contraire, en fait, le chapitre de la méthode, puis je l'ai déjà dit, leur révèle votre compétence exceptionnelle en matière de méthode quantitative, qualitative, voire vaguement en philosophie de la connaissance, pour votre capacité à différencier les postures intellectuelles. Je ne crois pas avoir auparavant évalué une thèse dans laquelle les mêmes personnes étaient considérées comme des témoins et comme des échantillons. Ce qui produit à la fois, puis ma collègue l'a dit, une analyse statistique des faits puis un tableau de représentation traduite, par exemple, en langage corporel. Je crois, puis c'est tout à l'honneur de votre grande autonomie intellectuelle, je crois que vous avez exploré dans le moindre détail les procédés, des méthodes très multiples auxquelles vous avez recouru. À cet effet, le texte de votre thèse, votre présentation, vos annexes, tout ça révèle une conscience critique exceptionnelle, celle d'un scientifique, je le disais, de très haut niveau. Mais malheureusement, ce que je veux dire ici, c'est que qui trop embrasse mal est votre imposant arsenal méthodologique qui a sous-tendu un travail de recherche monumental, puis je veux encore insister sur l'ampleur, le caractère méticuleux de votre travail qui transparaissent tout au long de votre thèse. Donc cet imposant arsenal méthodologique a manifestement produit, je l'évoquais tout à l'heure, une profusion de données et de documentation qui m'ont semblé, vous l'avez rappelé aussi, insuffisamment mobilisées, ou à tout le moins que j'aurais aimé voir mobiliser davantage. Il m'a semblé que les informations que vous présentez, entre autres dans votre admirable chapitre 6, mais aussi dans votre chapitre 7, ne se retrouvent pas toutes dans vos interprétations. Il m'a semblé que certains développements recouraient plutôt à des informations dont la provenance ne paraissait pas toujours claire, à savoir s'il s'agissait de synthèse de savoir publié par ailleurs ou de production de savoir cadré par la thèse. On suit mal le fil d'Ariane entre votre documentation très fouillée et l'interprétation que vous nous proposez. Bref, j'apprécie votre thèse, j'admire votre méthode. J'ai eu du mal, avant votre présentation aujourd'hui, à faire le pont des deux. Ma deuxième question, donc, c'est face à ça, j'aimerais vous entendre sur l'enjeu de la mobilisation d'informations de nature très, très variée, comme celle que vous avez utilisée, sur les possibilités d'interprétation qu'elles ouvraient, vous nous en avez dit un mot tout à l'heure, et sur leur utilité respective face aux objectifs que vous vous étiez donnés au départ. Puis enfin, ma dernière question va se raccrocher à votre urbaniste français spécialiste de l'aménagement des montagnes. Vous connaissez ma posture sur la décolonisation. Puis c'est là qu'elle va se loger. Une question que j'avais d'ailleurs consignée dans mon rapport. J'ai été plusieurs fois très mal à l'aise de voir un ensemble bâti vernaculaire, comme vous l'appelez, hein, cet ensemble de bâtis vernaculaires, pas écrasé, mais en tout cas atterré par votre appareil méthodologique qui, tout multiforme qu'il soit, appartient surtout à une évolution épistémologique du Nord global. J'ai souvent eu l'impression que vous tendiez à mesurer et à valider les transformations du bâti vernaculaire béninois. Je suis presque en train de vous traiter de colonisateur. Presque. Avec humour. J'ai eu l'impression que vous tendiez à mesurer et à valider les transformations du bâti vernaculaire béninois à l'aune d'une conception européenne de ce qui peut qualifier ou pas, par exemple, l'anarchie, la qualité des matériaux. Vous vous montrez tout au long de votre thèse très au fait des enjeux de la décolonisation. Vous avez implanté ça dans certaines de vos stratégies méthodologiques, comme le recours à des intermédiaires locaux,
Donc, vous avez vous-même constaté que ça ne marche pas avec les cadres méthodologiques du nord global. On ne peut pas poser un terrain nos questions de recherche du nord ou du sud global. Le terrain ne va jamais nous répondre. J'aurais aimé vous entendre discuter plus de ce décalage. En fait, je voudrais vous entendre. Est-ce qu'il y aurait une manière, en fait, considérant le fait qu'il y a un décalage intellectuel important, un décalage important, déjà entre les méthodes scientifiques qu'on met en place ici, et là vous me direz, vous êtes dans un doctorat en études urbaines à l'UQAM, qui a donc ses propres paradigmes scientifiques. Compte tenu de ce décalage qui existe déjà entre les méthodes scientifiques qu'on mobilise ici, puis les méthodes de production du savoir qu'on peut constater notamment au Bénin et ailleurs, est-ce qu'il y aurait une façon de produire des savoirs sur Granville qui ne passerait pas par le recours à un cadre scientifique exogène? Est-ce qu'il y aurait une façon endogène qui n'aurait peut-être pas pu, qui je pense n'aurait pas pu prendre place dans le cadre dans lequel vous travaillez ici, mais est-ce qu'il y aurait une manière endogène de travailler sur Granville? Puis est-ce que c'est là-dessus que vous voudriez travailler maintenant? Bon, ça sera ma dernière question. Les commentaires après l'écrit, parce qu'effectivement, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Parce qu'effectivement, en regardant ma présentation, on peut avoir l'impression que la mise en articulation en discipline de la morphologie et de la résilience, c'était un parfait amour, un mariage parfait, et tout le monde s'aimait et tout. Mais honnêtement, ça a été un gros travail de négociation. Ça s'est fait effectuer au sein de ma direction de thèse, aussi avec d'autres professeurs, parce que j'ai beaucoup travaillé avec ma prof Jonas, ma prof Yel, le professeur Boulot, dans leur champ respectif et leurs travaux respectifs. Et tout ça a aussi influencé ma manière d'avoir abordé le terrain. Mais je vais plus en détail pour répondre à vos questions. Je vais vous promettre d'abord le partage. Malheureusement, je suis obligé d'en parler parce que c'est ça qui va rythmer la suite. Notamment la question de la faille des déductifs et inductifs. C'est ça qui va déterminer beaucoup de choses sur la question 2 et la question 3. En fait, quand on a commencé au niveau du cadre conceptuel théorique à essayer d'articuler le comment et le pourquoi pour aborder l'adaptation, nous avions sous-estimé la capacité que le terrain allait avoir en termes de retour d'action. Nous n'avons vraiment pas pris ça en compte. Nous nous sommes dit élaborer le cadre, le mettre à le déployer. Mais franchement, là, même mon équipe sur le terrain, à un moment donné, me disait est-ce qu'il y a moyen que cette question soit revue? Parfois, ils ont carrément pris leur propre allure, et j'ai dû moi m'adapter dans cette danse-là. Et donc, du coup, il y a eu un retour. Une fois que les données sont revenues et que je les ai rapportées et tout ça, on s'est rendu compte avec les professeurs qu'il y a beaucoup de données qui ont germé, surtout au niveau de la partie morphologique. Mais vraiment comme des données qui n'étaient pas prévues, qui devaient confirmer les postulats en morphologie urbaine que nous n'avions pas prévu valider. Et là, malheureusement, c'est à ce niveau qu'une question se posait, est-ce qu'il faut comme écarter tout ça, ou est-ce qu'il faudra en tenir compte? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, bon, on va revenir en arrière, on va voir comment est-ce qu'on va commencer de restructurer la thèse, parce qu'il y a une masse d'informations qui sont venues, qui sont super importantes, notamment pour expliquer cet cycle adaptatif en morpho, que la morphologie peut expliquer, mais que la résilience ne peut pas expliquer. Et donc, il va tout restructurer, et nous l'avons fait, sauf que nous avons oublié une partie, celle de l'approche, justement, inductive et déductive. Et
aujourd'hui, nous estimons que si on doit tenir compte de toutes ces informations-là en termes de retour terrain, on a ce schéma-là. On ne peut plus dire en fait que nous sommes dans une approche anti-inductive. Donc ça c'est clair. Et donc la formule la plus juste que nous avons proposée est celle d'une approche relationnelle à ascendance inductive. Cela sous-entend que le déductif est présent. Et pourquoi est-ce qu'il est présent? Il est présent parce que la morphologie de la cité n'a pas été documentée avant que nous commencions les travaux. Comme si nous voulions traverser, nous rendre du côté des États-Unis au Niagara sans passer par la faille. Et ça, c'était impossible parce qu'il fallait expliquer l'adaptation morphologique. C'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvé à faire volontairement une mini-thèse dans notre thèse pour combler ce manque de connaissances et ensuite maintenant pouvoir déduire l'adaptation morphologique. Et c'est à ce niveau qu'on a sous-estimé justement le retour des résultats. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce schéma-là pour dire finalement le terrain va devenir l'élément fondamental et non le cadre conceptuel qui va quitter notre recherche. Si on suit comment est-ce que les informations ont impacté notre posture de chercheur. Et donc, le terrain va agir sur l'ascendance inductive à travers l'observation des pratiques locales, qui elle va agir sur la morphologie urbaine. C'est à ce niveau que, avec mes directeurs, surtout François, nous avons un terrain commun par rapport à la morphologie. C'est-à-dire, tiens, il y a des données qui nous ont permis de combler des choses, de prouver des choses que nous ne pouvions pas prouver avant. Et ce serait quand même triste pour nous de les mettre de côté. Donc, on a dit, bon, on va les mettre, mais pas dans la partie comme du cadrage général de la thèse, mais des résultats au niveau du chapitre 7 et peut-être une influence au niveau du chapitre 10. Et une fois que ça s'était fait, donc ça confirme donc que finalement le terrain en lui-même est finalement plus que complexe. Il est tellement complexe qu'il parfois, je peux dire qu'il a influencé carrément les champs de départ. Quand je suis arrivé dans le département, on nous a appris qu'il fallait partir des champs, ensuite trouver un cas et tout ça. Mais là, ce terrain-là, il a poussé carrément à une revisite totale. Et même, j'ai même vu certains commentaires avec raison. Il demandait carrément de revoir carrément toute la partie comme synthèse plus haut pour choisir des éléments. Mais ça aussi, on n'a pas voulu le faire parce qu'il faut se rappeler que dès le départ, on ne savait pas jusqu'à quel degré résilience et morphologie peuvent se mettre ensemble. Pour ça, résilience s'est retrouvée à prendre 2 chapitres. Et vous savez, ces 2 chapitres-là, ce n'était pas pour montrer tout ce qu'on connaissait du champ, mais c'était plutôt le résultat de comment est-ce qu'on a farfouillé à gauche et à droite pour essayer de voir jusqu'à quel degré il y avait des éléments de cadrage par rapport à la notion du commun. Et c'est pour ça qu'on a gardé ces 2 chapitres-là, pour confirmer en fait finalement que la résilience est un concept polysémique et extrêmement complexe qu'on ne peut pas garder comme champ tout seul pour expliquer l'adaptation. C'est pour ça que nous l'avons maintenu comme tel. Mais nous sommes entièrement d'accord avec les commentaires du jury lorsqu'on nous demande en fait de revoir les positions pour faciliter en fait la compréhension. Et finalement, on passe de résilience à la sociologie, à l'adaptation, avant d'aborder la morphologie et de le confirmer comme étant un outil méthodologique. Définitivement, même s'il y avait des renouveaux, des retombées issues du terrain qui ont montré d'autres choses dans le champ. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Et donc, cela va donc rythmer l'élaboration du cadre heuristique. Heureusement, lui n'a pas été trop influencé. Et je peux dire que le terrain à Gambier, c'est lui qui a comme plus influencé finalement le cadre heuristique que la construction du cadre à travers juste les connaissances. Et pourquoi je le dis? Parce que j'avais déjà travaillé en licence et en maîtrise sur la cité, mais sur d'autres questions. Et donc, si je ne prends pas en compte cet aspect-là, je ne serais pas honnête en disant que non, mais finalement, c'est les gens qui ont bâti ça. Non, il y avait l'expérience du terrain qui avait été faite en 2012, en 2016, et tout ça, ça agit dans ma posture sans que je puisse me rendre compte en pensant que non, c'est juste les champs. Mais non, il y a aussi le terrain qui est une partie imprégnée en moi. Ça explique aussi pourquoi, malgré le contexte de la COVID-19, c'était très facile pour moi de pouvoir guider mon équipe à distance. Sans cet ancrage, ces expériences antérieures, ça aurait été impossible. Ça aurait été complète. Il n'y a pas de moyen. C'est impossible. Le milieu il est trop spécifique. Et donc cela me permet donc de rebondir sur la question. Salut. Salut Raymond. Cela me permet de rebondir sur la question numéro 2. Sur la théorie ou outil méthodologique au lieu de restitution des résultats. Oui, donc c'est un peu ça. C'est juste pour vous dire que nous estimons que finalement la morphologie dans notre contexte
nous l'avions vu comme un outil plus que mais il devait être l'ancrage à partir duquel la résilience allait comme se couvrir. Puisque la résilience, comme je l'ai dit, il ne faut pas prendre des indicateurs. Il faut une trace. Il faut, même dans ce champ vaste de domaines qu'on veut mettre ensemble, il faut qu'il y ait un élément qui nous permette de marcher sur un chemin pour qu'on puisse revenir derrière s'il y a un problème dans le labyrinthe. Et donc, la morphologie urbaine, à travers justement le fait qu'elle s'intéresse aux forces sociales, aux forces économiques et environnementales qui agissent sur l'évolution des formes, était pour nous le meilleur outil méthodologique. Donc, nous proposons que nous le cantonnions définitivement, cet aspect-là, et qu'au niveau de la correction de la thèse, nous ajoutions des éléments d'introduction et de conclusion chapitre par chapitre pour réajuster et expliquer qu'il y aura telle chose qu'on verrait peut-être plus loin, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une seconde thèse qui a voulu marcher là sur la première thèse principale, mais c'était juste des retours de terrain que nous avions sous-estimés. Oui, donc tout cela va donc agir justement sur la position positiviste, position phénoménologique. La position positiviste sera définitivement celle issue du chapitre 7, chapitre sur la morphologie urbaine, qui va grandement agir sur les chapitres 9 et 10. Et c'est à ce niveau-là qu'on va vraiment ressentir le volet déductif. Alors qu'en fait, dès le départ, quand nous sommes inscrits dans ce département et nous avons proposé ce sujet, nous voulions comprendre le phénomène. Donc voilà pourquoi vous retrouvez ces éléments. Nous reconnaissons totalement la situation et nous proposons qu'à la correction, il faudrait qu'on trouve une manière de mieux agencer les choses. C'est pour ça que c'était aussi difficile, c'était extrêmement difficile de lire le travail sans comprendre comme tout cela vient. Il faut noter aussi un point important, la quantité de données gigantesques. Et je pense que ça a été, comme vous l'avez dit, je suis entièrement d'accord avec vous, la faille et la plus grande difficulté que moi j'ai connue dans ce travail-là. En abordant le milieu et l'ayant connu par le passé, il a été cantonné dans dans l'urbanisme, il fallait produire un plan et donc c'était pas trop, on ne demandait pas trop d'efforts pour aller chercher trop de données, il fallait juste réfléchir à comment il faut aménager, spatialiser. Je m'étais promis qu'en venant faire justement ce doctorat-là, cette étude-là, ça me donnait l'opportunité de découvrir le milieu. C'est pour ça que nous avons mobilisé cet arsenal-là technique pour prendre le plus de données, mais aussi surtout nous nous sommes rendus compte que pour travailler sur le milieu comme Gandhi, ça prend beaucoup d'argent. Et nous nous sommes dit, est-ce qu'on sera capable de trouver encore 2 sources de financement, 3 sources de financement pour retourner dans le milieu, ce n'était pas évident. Et donc, comme je l'ai expliqué à mes directeurs qui m'ont vraiment mis le bâton pour dire, il faut que tu aies au plus 20 entretiens, c'est suffisant. Tu aurais jusqu'à 110 entretiens. En fait, pour être honnête, c'est même 120 parce que je n'ai pas compté l'échelle finale. Pourquoi tu fais tout ça? En fait, il faut créer le pont à la continuité de la recherche. Donc, nous allons connecter le plus possible. Nous allons prendre ce qu'il nous faut pour la thèse, et ce qui va rester va être utile pour toute personne qui veut me contacter, qui veut travailler sur le milieu. Et il y en a eu entre 2022 et 2023. Il y a 2 étudiants en Afrique qui nous ont écrit pour savoir si on avait des données par hasard. Tant mieux, mais servez-vous parce que c'était difficile d'en les collecter. Donc, prenez ce qui vous plaît. Et tout cela, malheureusement, donc, a eu une faille, celle qu'au niveau du traitement, on était perdu. On était vraiment perdu parce qu'il y avait tellement d'informations. Les traiter, c'était une chose, et comment les articuler pour donner une lecture fine et réaliste. Vraiment, moi, j'ai perdu beaucoup de temps à ce niveau, et à ce moment donné, il fallait trancher. Et donc, François a proposé qu'on aille au niveau des échelles. C'est pour cela que même au niveau de la présentation, vous allez constater que je parle de l'échelle d'agglomération, à l'échelle du tissu, à l'échelle du bâti, au niveau des formes, et au niveau des vulnérabilités. C'était la même manière de présenter ça. Mais en même moment, ça faisait en sorte que le côté positiviste a agi en mettant un peu de côté le vécu à travers les verbatims des populations. On s'en est excusé entre nous, François et moi, en se disant, mais dès le départ, notre trace, ce n'était pas vraiment le vécu des populations, c'était la forme bâtie et les actions de la communauté pour faire évoluer ces formes-là. On s'est dit, cette excuse-là, ce serait pour nous comme suffisant, trop avancé, mais en fait, nous pensons qu'une fois que nous sommes dans le niveau des corrections, il faudra compléter ça. Il faudra compléter cela parce que j'ai revu les 33 fiches après vos commentaires et je me suis dit, tiens, effectivement, on pourrait rendre justice aux 2 groupes de données. On pourrait revoir ça en disant, oui, la morpho a été finalement la même manière de présenter la thèse à travers les échelles spatiales que la résilience n'offrait pas, ou qu'elle offrait, mais difficilement mobilisable.
Mais on peut aussi quand même trouver des moyens d'introduire des verbatims pour rendre justice aux vécus des populations à travers les informations qu'elles ont. Donc voici là où nous en sommes par rapport à notre pensée, par rapport à la question. Et enfin, la dernière question, oui, le décalage entre les sciences mobilisées et les méthodes de production, est-ce qu'il pourrait y avoir une façon endogène de travailler sur l'idée? C'est vraiment une excellente question. Cette question-là, elle m'a beaucoup parlé. Parce que c'est dans l'inconfort de la position d'urbaniste, et voulant me départir de ça pour comprendre le milieu comme un milieu riche, nous sommes venus en étudiant, pour nous éloigner des outils d'aménagement et tout ça. Maintenant, le problème qui s'est posé, c'est que, en étant formé tout le long à la démarche d'urbaniste, malheureusement, nous sommes donc dans une position post-coloniale, mais